êtes bien sur Mizzen TV, bienvenue parmi nous. Nous recevons aujourd'hui Ismail de Marseille. Donc vous êtes prédicateur, imam, enseignant à la mosquée des Bleuets dans le 13e arrondissement. Merci d'avoir accepté notre invitation, Ismail. Et on vous invite donc à l'occasion de cette l'interdiction d'une conférence qui devait se tenir à Brétigny-sur-Orge, donc ce dimanche 5 mars, une conférence à laquelle vous deviez participer avec 4 autres personnes, donc 5 prédicateurs musulmans. Cette conférence donc devait se tenir dans une salle de 900 personnes, mais le maire de Brétigny-sur-Orge, donc Nicolas Méry, s'est opposé à la tenue de cette conférence et a décidé de l'interdire à travers un arrêté municipal. Cette conférence qui était organisée par l'association Les Profs Studios, l'association en question donc avait décidé de saisir le tribunal administratif de Versailles en référé justement pour contester cette interdiction de Nicolas Méry, donc le maire de Brétigny-sur-Orge. La justice a donné raison au maire de Brétigny-sur-Orge et donc l'annulation de la conférence a été maintenue. Parmi les raisons invoquées pour justifier l'interdiction de cette conférence, donc un certain nombre de propos qui ont été tenus notamment par le maire, qui vous accuse vous et aussi donc les autres participants à cette conférence de différents qualificatifs, prédicateurs et influenceurs islamistes. Voilà, donc il est question le mot de séparatisme a été prononcé également. Voilà, donc ça c'est un peu les justificatifs qui ont été annoncés par le maire. Alors justement, Ismail, voilà, on voulait un peu avoir votre son de cloche, votre version de cette affaire, parce que il y a eu différents articles de presse qui ont été publiés et on ne vous a pas entendu. Alors vous vous êtes exprimé dans une vidéo par contre concernant la prière. Vous aurez l'occasion vous aurez la possibilité de vous exprimer. Donc tout simplement, voilà, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Pourquoi cette conférence a été interdite? Alors cette conférence, comme plusieurs conférences avant celle-là, ont été interdites suite à certains propos que j'ai tenus et également à des qualificatifs là par lesquels on m'accuse. Aujourd'hui, donc, on dit que je suis imam salafiste en tout cas salafiste et radicaliste, qui suit une mouvance très radicale de l'islam. Donc c'est comme ça qu'on me dépeint dans les médias, forcément. Quand mon nom apparaît dans une ville, dans une conférence pour dire que je vais venir officier, je ne suis pas le bienvenu. Et ça a été le cas là, donc à Brétigny. D'accord. Vous disiez que voilà, on vous dépeint comme un salafiste radical dans la presse. Est-ce que c'est seulement la presse? Est-ce que des élus vous ont qualifié de... Est-ce que vous vous définissez comme salafiste? Je parle pas de salafiste radical parce que le mot radical c'est toujours un mot qui fait peur voilà. Mais est-ce que vous, par exemple, vous en tant que musulman pratiquant, est-ce que vous revendiquez de la salafia? Quand on dit salafiste, c'est aussi la salafia. Ou est-ce que c'est un qualificatif que les autres vous accolent? Alors, ce qui est intéressant là-dedans, bon, avant toute chose, moi je me revendique comme simple musulman sunnite. Les salafistes eux-mêmes ne me considèrent pas comme salafiste, c'est-à-dire que les salafistes eux-mêmes, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus clair que pour définir qui est salafiste ou pas, et eux-mêmes ne me définissent pas dans ce cadre-là. Mais par contre, les élus, enfin la plupart des élus, ou alors la presse et ceux qui récupèrent donc ces informations-là, et notamment la préfecture, me qualifient de salafiste. Donc en fait, les salafistes disent que je ne le suis pas, la préfecture dit que je le suis, et personne ne prend en considération ce que moi je dis de ce que je suis. Je suis un simple musulman sunnite, ni salafiste, ni rien d'autre. D'accord. Alors parmi les griefs qui ont été évoqués toujours dans la presse, suite à un certain nombre de déclarations, donc on vous a reproché également d'avoir pu dire, je crois que c'était au cours d'un prêche du vendredi, d'avoir dit que
ne pas accomplir la prière ou rater sa prière ou ne pas effectuer donc une des 5 prières canoniques de l'islam était pire que le meurtre je crois d'une centaine de personnes ou voilà. Et donc vous avez fait une vidéo pour expliquer pour répondre à ces accusations, mais je vais vous laisser y répondre tout de suite. Clarifier Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que dans ce prêche-là, il a été tenu devant des musulmans. Comme je l'explique dans la vidéo dans laquelle j'essaie d'expliquer la raison de ces propos, qui, encore une fois, je le reconnais, qui peuvent choquer la plupart des non-musulmans et qui ne comprendraient pas le contexte. Donc j'ai expliqué que à des musulmans qui connaissent la gravité du délaissement de la prière et surtout, enfin, comme tout un chacun connaît la gravité du meurtre, dans lequel on a voulu ici hiérarchiser le degré du péché, sans pour autant, c'est-à-dire que mes propos, quoi qu'il en soit, n'ont jamais appelé au meurtre comme ça l'a été interprété dans les documents de la préfecture ou alors à travers les réseaux sociaux de la part de la plupart de certains élus. Enfin voilà. Donc c'est vraiment la vidéo qui a fait polémique. Je pense que ça a été la vidéo qui a tout déclenché. Et ceci dit, ce qui me gêne quand même, c'est que on est dans un pays libre, dans un pays de droit, dans un pays dans lequel on peut proclamer ici nos convictions sans se sentir menacé de quoi que ce soit. Il faut savoir que j'ai le droit d'avoir des convictions, j'ai le droit de considérer que tel acte serait plus grave qu'un autre, que ce soit à titre personnel ou voire même en tant qu'imam. J'ai le droit également d'avoir en face de moi des opposants qui n'adhèrent pas du tout à ce discours, et ça je veux bien l'entendre. Par contre, on n'a pas le droit de me priver de mes convictions. Et c'est ce qui se passe en ce moment, et c'est ce que je souhaite dénoncer. Alors vous parliez du contexte dans lequel ce discours a été prononcé. Je crois que dans la vidéo que vous aviez faite, vous expliquiez que c'était des compagnons du prophète, donc qui s'interrogeaient sur cette, je crois même. Voilà, sur cette question, même d'un point de vue jurisprudentiel, sur la gravité de cet acte. Mais vous disiez que ça peut choquer effectivement des non-musulmans qui écoutent ça, mais j'avais envie de vous dire aussi que ça peut aussi choquer des musulmans, parce que finalement, ce serait d'une certaine manière, même si c'est pas un appel au meurtre, c'est pas ça du tout, mais ça pourrait être perçu comme considérer que la vie humaine a si peu de valeur que finalement rater une prière est beaucoup plus grave que la mort d'une centaine de personnes. Donc Oui. est-ce que pour vous est-ce que vous considérez que ça peut être aussi comme une erreur de communication de ce point de vue-là, sur ce point précis? Complètement, complètement. C'est-à-dire que bon, il y a le fond et la forme. C'est-à-dire que maintenant, je comprends que mes propos ont été très mal compris, voire mal interprétés. Il est inscrit dans les mœurs de chacun que le meurtre, quelle que soit la confession, tout le monde connaît la gravité du meurtre. Voilà, c'est-à-dire que ça, quelle que soit la confession de chacun. Maintenant, moi, je n'ai pas voulu minimiser la gravité du meurtre, mais plutôt montrer l'importance du délaissement de la prière. Donc, ça a été une communication maladroite, ça a été complètement, hein, c'est-à-dire que ça, je ne vais pas me cacher derrière, ça a été une communication ici qui est maladroite, mais qui dans le fond ne change rien par contre. C'est-à-dire que dans le fond, ça ne change rien sur le fait que on peut me reprendre sur une communication, me dire que ça a été, mais pas me reprendre par contre sur mes convictions, parce que c'est ce qui a été, si on peut l'aborder ou si on va l'aborder, je ne sais pas, c'est ce qui m'a été reproché lors de l'audience à Brétigny. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous livrer quelques informations sur cette audience, parce que vous étiez présent, et je crois même que qu'on vous a donné quelques documents administratifs, voilà, qui contiennent certaines informations. Est-ce que vous pouvez, voilà, qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette audience?
donc samedi, on a eu l'occasion d'être présent sur Paris pour assister à l'audience qui opposait les profs studio contre la mairie de Brétigny. Donc à la base, c'était juste un référé pour demander l'annulation de l'arrêté. Bon, l'arrêté a été malgré tout été validé. Et il y a eu une intervention volontaire de la préfecture de l'Essonne qui s'est présentée avec des notes blanches me concernant, dans lequel ils expliquaient pourquoi ma présence était malvenue. Donc ça m'intéressait, parce que je me disais, enfin, je vais savoir réellement ce qu'on me reproche. Et force est de constater que ce qu'on me reproche repose sur, selon moi, un ramassis de mensonges, dans un premier temps, et dans un second, le fait de me priver d'une liberté d'expression et de conviction, que ce soit dans mes convictions politiques ou alors religieuses. Parce que, voilà, je pourrais lire ici quelques passages. Déjà, on dit que j'ai été imam d'une mosquée au moment de sa fermeture, d'une mosquée de Marseille, donc qui est qualifiée comme étant salafiste au moment de sa fermeture, alors que j'ai jamais été imam de près comme de loin dans cette mosquée avant ou après sa fermeture. On me reproche donc mes positions sur le fait d'avoir défendu certains prédicateurs comme l'imam Hassani Hussein. Oui, je me suis indigné. Je me suis indigné comme n'importe quel Français a le droit ou pas de s'indigner. Donc je me suis indigné face à cette mesure d'expulsion. Maintenant, je pense que j'ai encore le droit. Je pense que là-dessus, j'ai encore le droit de m'indigner là-dessus. Ensuite, on m'a reproché donc toutes les sujets jurisprudentiels sur la relation homme-femme. Sur la relation homme-femme, notamment, donc on a repris donc toutes mes vidéos dans lesquelles je parle des relations hommes-femmes, je parle des relations en mariage, enfin, notamment l'histoire du mariage entre le musulman et la non-musulmane, ou alors la non-musulmane avec le musulman, où j'explique ce que dit le Coran là-dessus, et je précise que malgré tout, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que ce que je parle, c'est selon l'islam. Ensuite, libre à chacun d'y adhérer ou de ne pas y adhérer. Notre culte est régi aujourd'hui par les lois de la République. Elles sont encadrées par les lois de la République. Ce qui me gêne maintenant, c'est que l'État s'immisce dans le culte. On me reproche également de dire qu'il faut que la femme doit se marier avec un tuteur. Donc on explique dans ces vidéos-là ce qu'est le tuteur, la raison pour laquelle les différentes écoles face au tuteur, que l'école Hanafite par exemple n'oblige pas la présence du tuteur, mais on prend juste un propos, on enlève ce qu'il y a avant, on enlève ce qu'il y a après, et on dit, pour l'imam, la femme n'est pas libre de ses droits, et elle ne peut pas se marier sans l'accord de son père, son frère, et ainsi de suite. Bon bref, donc le simple fait de citer un verset du Coran ou un hadith vous est attribué, c'est-à-dire on vous attribue une parole que vous rapportez en considérant que c'est vous qui prenez la responsabilité de diffuser cette parole, c'est ça? Bon, 2 points en fait. Là, c'est-à-dire qu'on m'a reproché de dire que la femme est impure. Alors comment le raccourci a-t-il été fait? C'est en évoquant le divorce, où je dis que en islam, le divorce ne se fait pas quand la femme a les menstrues, qu'il faut attendre la purification. Et je cite le verset que les menstrues sont une impureté, écartez-vous des femmes lors de l'impureté des menstrues, et rapprochez-vous d'elles une fois qu'elles se sont purifiées de la manière que Dieu vous l'a ordonné. Donc, cela signifie que la femme est impure chez vous. Selon vous, d'accord. Pure. Donc, le raccourci a été fait ainsi. On me dit également, donc j'ai oublié un autre point qui m'était reproché sur
sur le mariage, j'expliquais à la barre que depuis que l'islam est islam en France, c'est-à-dire que nos parents, nos frères, nos sœurs, tout le monde sont toujours mariés avec la présence des parents. Ça s'est toujours fait ainsi. Maintenant, de manière interne, que des tuteurs ont outrepassé leurs droits ou que des personnes, des familles se sont mariées sans leur tuteur, ça ce sont des choses qui sont présentes et qui existent. Mais maintenant, on ne va pas m'enlever le droit de dire ce que les textes disent. C'est-à-dire que et même le fait d'enseigner le droit musulman, le fait d'enseigner aujourd'hui le droit musulman, ce droit-là est encadré par les lois de la République. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui l'État devrait s'immiscer dans le culte. Donc là, on est en train de nous dire que en islam, maintenant, pour que le mariage soit béni, il faut que la femme se marie, même si le tuteur n'est pas d'accord. Et c'est clairement ce qu'on m'a fait comprendre à la barre. De ne plus tenir ce genre de propos. Donc pour vous, c'est quoi? C'est un délit d'opinion, c'est un discours moralisateur, c'est-à-dire des agents de la force publique vous tiennent un discours moral, morale républicaine, je sais pas. Et donc finalement, est-ce que pour vous, on est sorti du cadre de la laïcité ou voilà, quelles sont les limites entre ce cadre laïque et le cadre de la loi, parce que on invoque à juste titre d'ailleurs le cadre de la loi, c'est-à-dire que si des propos violent des lois, des textes de loi qui font autorité en France, est-ce que ces propos sont donc ipso facto condamnables? Et est-ce que vous considérez que vos propos, les propos qu'on vous a reprochés plutôt, est-ce que vous considérez que ces propos violent la loi? Voilà. La question est très bien posée et c'est la question que j'ai posée au juge. Est-ce que mes propos sont condamnables? Donc si mes propos sont condamnables, dans ce cas-là, je reverrai la manière de les relater et de revoir ces textes-là. Mais maintenant, si mes propos ne sont pas condamnables, ça veut dire, pour moi, il y a une entrave à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion, de conviction, et voilà, c'est ce que je n'accepte pas. Alors, on évoquait tout à l'heure cette question de la communication et du fait que finalement, parfois, donc vous êtes imam, vous êtes enseignant, donc vous adressez à un public musulman, donc vous transmettez, vous faites un travail de transmission de règles, d'enseignements, de principes, mais que aujourd'hui nous vivons à l'ère des hautes technologies, tout est enregistré et que finalement tout se diffuse de manière large, y compris sur les réseaux sociaux, donc à un large public. Donc, est-ce que pour vous ce qui arrive signifie qu'il va falloir finalement repenser la communication pour les prédicateurs musulmans en France? En sachant qu'il s'adresse finalement à tout le monde, qu'il le veuille ou pas, ou est-ce que vous allez restreindre votre manière de communiquer? Comment vous allez gérer ça en fait? Le Coran s'adresse aux musulmans comme aux non-musulmans. Donc et à la base, le Coran, quand il a été révélé, il s'adressait plus aux non-musulmans qu'aux musulmans. Donc le message maintenant en soi, le fond du message ne sera pas changé. Ce qu'il y a, c'est que maintenant certains sujets, il vaut mieux pas les nuancer, mais plus les expliquer, afin de ne pas tomber dans de mauvaises interprétations. Et maintenant, c'est-à-dire que je suis actif sur les réseaux sociaux depuis 2014. Donc ça fait 9 ans maintenant. Mes vidéos sont publiées, chaque vendredi les vidéos sont publiées, on fait même du direct. Pourquoi? Parce que tout simplement on avait vraiment rien à se reprocher. Il est important de noter que Marseille, qui est malheureusement tristement célèbre pour ses règlements de compte, la mosquée des Bleuets n'a jamais fait l'objet
de sujets liés au terrorisme, liés au djihadisme, liés à qu'il n'y a eu aucun départ de la mosquée, de personnes qui fréquentaient la mosquée, qui se sont retrouvées ou alors qui auraient eu des passages à l'acte, enfin voilà, tout ce qui est condamnable en tout cas par la loi. Nous, on ne se reconnaît pas dans ce milieu-là. Ce n'est pas le nôtre, c'est-à-dire que l'islam que nous avons propagé, l'islam que nous avons diffusé, l'islam auquel on appelle, a toujours été un islam, enfin, je veux dire que tout le monde connaît, a l'habitude d'entendre. Maintenant, il est normal que des personnes françaises, comme je le suis, quelle que soit leur confession, n'adhèrent pas à l'islam. Mais ça, moi, je l'entends. J'entends que des personnes ne comprennent pas la raison de prier 5 fois par jour, la raison de jeûner, ou alors pour la femme, pourquoi porter le voile. Mais ça, je l'entends, et je ne demande même pas à ce que les gens y adhèrent, ou alors chacun est libre de faire ce qu'il veut, et même selon nos convictions religieuses, on connaît le verset où Dieu a laissé le choix de croire ou alors de ne pas croire. Donc il est normal maintenant qu'il y ait des personnes qui n'adhèrent pas. Maintenant, nous, sur le plan de la communication, peut-être expliquer certains points comme nous l'avons fait pour le djihad. Parce que à un moment, il était très difficile d'évoquer ce terme-là, et sans sombrer dans la peur. Donc le terme djihad existe dans le Coran. Il a une signification. On sait, nous, en tant que croyants, en tant que musulmans, que le premier sens du djihad parle de la lutte contre soi, la lutte contre l'âme, contre les vices. Et on sait également, on ne va pas nier, que le terme djihad dans le Coran est employé également et signifie la lutte armée. Nous, en tant que croyants, on comprend que la lutte armée, ici, ne signifie pas terrorisme, ne signifie pas, en tout cas, n'a aucun rapport à ce qu'on a pu voir dans C'est un contexte défensif, il faut rappeler aux gens, c'était suite à des attaques des Qurayshites contre Médine, et, enfin voilà, contre voilà. la communauté musulmane de l'époque. C'est que le musulman est prédisposé lorsqu'il entend ce terme-là et c'est directement le remettre dans son contexte. Malheureusement, les faits de ces 10 dernières années ont créé une peur lorsqu'on entend ce terme-là, car il a été dévoyé, il a été sorti de son contexte. Donc bien sûr, à travers ça, il est normal qu'on doit détailler certains termes et qu'on doit mieux les expliquer afin de ne pas tomber dans une mauvaise interprétation. C'est donc aujourd'hui ce qu'on doit faire avec... enfin voilà, donc revoir tout simplement les plans de communication. Alors, vous évoquiez tout à l'heure, j'ai oublié de vous poser la question, Ismaël, la question des notes blanches, qui est quand même un élément important. Donc, ce sont des notes qui sont rédigées par des agents du renseignement, je crois. Et donc, mais ce qui est, j'allais dire, ce qui est intéressant ou ce qui est inquiétant, c'est qu'il m'avait semblé que ces notes ne pouvaient pas être utilisées dans une procédure judiciaire, qu'elles n'avaient pas de valeur juridique. Ce qui s'est passé à l'audience prouve le contraire finalement. Puisque finalement ces notes ne sont pas signées, elles sont blanches. C'est ça que le mot blanc ici signifie anonyme, quoi. Elles ne sont pas signées. On peut y rédiger ce qu'on veut et elles sont utilisées dans une procédure judiciaire. C'est quand même quelque chose d'inquiétant. Ce qu'il y a, c'est qu'elles n'ont aucune valeur juridique, donc il y a une contradiction totale. Elles n'ont aucune valeur juridique et pourtant elles les retrouvent dans une audience et dans lequel on me reproche de simples convictions. C'est-à-dire qu'on me reproche d'avoir des convictions. Je peux vous en lire une. Hein. Le 5 octobre 2020, Smaïn, avec mon nom de famille, a publié sur sa page Facebook un article mettant en cause l'existence du séparatisme islamiste. Voilà.
le fait que je relais un article qui remet en cause le séparatisme, je le retrouve ici dans les notes blanches, donc je n'aurais pas dû relayer cet article-là. Je n'aurais pas dû non plus relayer sur France Bleu. Je suis passé sur France Bleu en novembre 2020 et on me reproche ça, on me reproche le fait d'avoir soutenu certains candidats aux législatives ou alors dans certaines mairies sur le territoire. On me reproche ce soutien-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on on vous reproche quoi d'avoir utilisé vos fonctions d'imam pour soutenir un élu local, ou alors à titre individuel en tant que citoyen et en dehors de vos fonctions religieuses, de l'avoir soutenu Alors, j'ai pour principe de ne jamais faire de consigne de vote, en tout cas à l'intérieur au sein même d'un lieu de culte. D'accord. J'ai pour principe de ne pas le faire, tout simplement. Maintenant, comme n'importe quel citoyen en France, j'ai des convictions politiques. J'ai des convictions politiques et dans ces convictions-là, je peux être amené à soutenir tel ou tel candidat dans les municipales ou alors dans les législatives ou alors dans les présidentielles. Et donc, c'est ce que je fais en utilisant mes propres réseaux sociaux. Et un imam, comme un prêtre, comme un rabbin, a le droit d'avoir des convictions politiques. Alors bon, effectivement, la question, c'est une question intéressante parce qu'elle permet de faire la distinction entre la ligne entre le citoyen et le clerc religieux, c'est-à-dire l'imam ou le rabbin ou le prêtre dans d'autres cas de figure. Ma dernière question, Ismaël, c'est finalement à la lumière de tout ce qui se passe, de cette annulation de conférence qui n'est pas la seule d'ailleurs, puisqu'il y avait eu d'autres conférences qui avaient été annulées et interdites, avec un mode opératoire qui est souvent similaire, puisque ça commence sur les réseaux sociaux avec des influenceurs d'extrême droite qui sont connus, qui font le buzz et qui prennent en chasse pratiquement certaines personnalités. Et certaines positions qui vont dans le passé, fouiller dans le passé pour essayer de trouver un propos polémique, et donc qui créent un buzz et une forme de pression, et ensuite c'est repris par certains acteurs politiques qui sollicitent le ministère de l'Intérieur, et ça se termine par une interdiction de conférence. À travers, alors la question, il y a ce mode opératoire, mais la question derrière, c'est est-ce que aujourd'hui vous considérez que la liberté de conscience, qui implique la liberté de manifester et d'exprimer publiquement ses opinions religieuses, parce que la liberté de conscience, c'est pas seulement dans sa tête qu'est-ce qu'on pense, c'est le droit de l'exprimer publiquement, et la liberté de culte, la liberté religieuse. Est-ce que vous considérez, vous, Ismaël, à la lumière de ce qui se passe, que ces libertés elles sont menacées, elles sont en déclin, ou voire même elles sont suspendues. Je ne sais pas. Quel est votre avis là-dessus? Lors des premières interdictions, on mentionnait dans l'arrêté que les conférences étaient annulées pour cause de troubles à l'ordre public, parce que, notamment lors de la première interdiction à Avignon, on disait que on a eu une note que des groupuscules de l'extrême droite étaient présents et voulaient en découdre ce jour-là, donc on a préféré annuler. Donc, pour moi, on est censé garantir la liberté d'expression et ne pas la priver parce que des groupuscules d'extrême droite veulent en découdre. Et au contraire, la garantir et garantir la sécurité pour cette liberté-là. Ensuite, dans le Gard, on a vu que le procédé était le même. D'autant plus que de nombreuses conférences ont été tenues, notamment par exemple dans le 91, en novembre ou en octobre, je ne sais plus, j'étais dans le 91 pour une conférence, donc j'étais dans l'Essonne. Mais comme la conférence n'a pas été signalée par l'extrême droite, la conférence s'est tenue. Comme toutes les conférences se sont tenues depuis plus d'une dizaine d'années que je donne des conférences maintenant, force est de constater qu'il suffit d'un simple tweet aujourd'hui pour faire réagir le gouvernement. Et
et ensuite de procéder à l'annulation. Parce que c'est clairement le gouvernement, c'est Darmanin qui est derrière les annulations de ces conférences-là. D'après le tweet du préfet de l'Essonne, donc, qui mentionne le ministre de l'Intérieur, qui dit que c'est d'après les recommandations du ministre à Échirol, donc dans l'Isère, ça a également été avec l'intervention du ministre. Donc c'est le ministre de l'Intérieur aujourd'hui ne réagit que parce qu'il y a l'extrême droite qui signale. Si l'extrême droite ne signalait pas, et c'est ce qui a été mentionné dans l'audience, si l'extrême droite ne signalait pas, on n'en serait même pas là aujourd'hui. Alors vous dites quoi finalement au gouvernement aux préfectures en général? Est-ce que vous exprimez votre inquiétude aujourd'hui sur le fait que finalement il y aurait une suspension ou un recul des libertés religieuses en France pour un certain nombre de personnes? Ben, il y a clairement aujourd'hui une volonté de priver certaines personnes de liberté d'expression. Et là c'est le cas. Donc j'en suis à ma 4e ou 5e conférence annulée. Et à chaque fois, le procédé est le même. Si mes propos étaient condamnables, chose que je peux comprendre, c'est-à-dire que l'erreur est humaine, je peux tomber dans l'erreur et être rappelé à l'ordre comme n'importe quel citoyen français. Mais là, ce n'est pas le cas. Et je ne demande que ça, c'est-à-dire que si mes propos sont contraires aux lois, et je dis bien aux lois de la République, et non pas aux valeurs de la République, parce que derrière les valeurs, derrière ce terme-là, on met tout et n'importe quoi. Donc aujourd'hui, il y a des lois. Les valeurs de la République, aujourd'hui, sont les lois de la République. Donc si mes propos sont en désaccord, en opposition avec les lois de la République, alors oui, qu'on me rappelle à l'ordre. Qu'on me rappelle à l'ordre et qu'on me dise que ces propos-là, je n'ai pas le droit de les tenir. Mais si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, on est en train de me priver de ma liberté d'expression. Donc Ismaël, vous êtes donc, je rappelle, imam, enseignant, prédicateur à la mosquée Les Bleuets dans le 13e arrondissement de Marseille. Vous étiez notre invité concernant l'interdiction de la conférence du dimanche 5 mars à Brétigny-sur-Orge à la suite d'un arrêté municipal qui a été confirmé par une décision de justice. Voilà, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur Mizane TV.